petit matin du mois d'avril, les heures n'avaient plus aucun sens. Ce fut le début de mon exil, après avoir entendu la sentence. Dur de regarder dans la glace ce corps qui venait de me trahir. La maladie avait pris place, je n'avais qu'une envie, m'enfuir. Ce matin-là, je me souviens, la terre s'est mise à trembler. Ce matin-là, je me souviens, toute mon enfance a défilé. Ce matin-là, je me souviens, le pire m'a soudain réveillé. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. Dans les couloirs de l'hôpital, je ressemblais à tous les autres. Ils avaient tous le teint si pâle d'avoir envie d'autre chose. Dans les chambres, les blouses blanches semblaient privées de tout sourire. Mais dans le visage d'un enfant, j'ai lu sa rage de vivre. Ce matin-là, je me souviens, la terre s'est mise à trembler. Ce matin-là, je me souviens, toute mon enfance a défilé. Ce matin-là, je me souviens, le pire m'a soudain réveillé. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. Un petit matin du mois de juin, les heures sonnèrent comme une évidence. Dans le regard de cette petite fille, j'ai compris quelle était ma chance. Je me suis regardée dans la glace, comme une renaissance à la vie. Mes rêves ont pris toute la place, je n'ai qu'une envie, c'est vivre. Ce matin-là, je me souviens, avec moi, on tape. Ce matin-là, tu te souviens. Ce matin-là, elle se souvient. Ce matin-là, on se souvient. C'est dans l'adversité que l'on saisit sa chance. Des petits bouts d'éternité que l'on saisit dans l'urgence. Une terrible envie de marcher, comme une envie de crier. Une terrible envie de marcher, la vie reprend tout son sens. Avec moi, on tape encore. Ce matin-là, je me souviens, la terre s'est mise à trembler. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. Ce matin-là, je me souviens, la terre s'est mise à trembler. Ce matin-là, je me souviens, toute mon enfance a défilé. Ce matin-là, je me souviens, le pire m'a soudain réveillé. L'envie d'être à demain, je ne l'ai pas oublié. Ce matin-là, ce matin-là, ce matin-là, ce matin-là. Je voudrais d'ailleurs vous raconter notre histoire finalement, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que un jour Laurent Thieulle, au titre de Sport et Citoyenneté, a invité Laura Flessel à venir au Parlement pour parler de la prévention dans le domaine de la lutte contre le cancer, la prévention par l'activité sportive. Et lorsque j'ai pris la parole, je suis intervenue en sortant prématurément d'ailleurs de la conférence. Bénédicte m'a happée au vol, m'a séduit avec un joli bijou que vous portez tous et m'a dit voilà, moi c'est la cause que je porte à Bruxelles et j'ai aimé votre discours, donc j'aimerais qu'on se revoie. Et donc on s'est revus. C'était Jeanne Moreau qui on s'était revus. Non, mais je ne pas promis. Et puis on a beaucoup échangé avec Françoise
Et puis nous avons décidé de cette action que je trouve magnifique parce que elle contribue à communiquer sur votre combat à travers 28 États membres. Alors même si nous avons croisé finalement assez peu de députés, je dois dire que lors de la conférence de Laurent, il y avait beaucoup plus de monde parce qu'aujourd'hui est une journée où il y a énormément d'événements. Il y a 5 événements sur les femmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, dont 3 sur les cancers, 2 sur les cancers du sein. Donc beaucoup d'événements aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une semaine de groupe, que nous avons été en vacances, que nous avons eu une semaine verte, que nous avons une semaine à Strasbourg. Bref, à la fin du mandat, il nous reste des choses à faire et on se précipite tous. Et voilà, beaucoup d'événements. Donc désolé qu'il n'y ait pas plus de parlementaires européens. Ceci dit, c'est un sujet qui nous intéresse tous et tout le monde a été destinataire des invitations, destinataire des messages qu'on envoie. Et je crois que cet événement est filmé. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de cet événement, lorsqu'il sera en ligne, vous me direz quel est le lien et on pourra l'envoyer à l'ensemble de mes collègues parce que c'est un sujet qui intéresse chacun d'entre nous et nous sommes nombreux à porter ce combat, comme Elisabeth Morin que vous avez vu tout à l'heure ou d'autres députés qu'on a rencontrés au fil de nos échanges. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps parce que ce n'est pas moi que vous venez entendre, ce sont des experts, des professeurs, des universitaires, donc je pense que je vais tout de suite laisser la parole. Je vous redis combien pour moi le cancer est tant politiquement que personnellement un vrai sujet, que je porte également le sport, cher Laurent, comme un outil de santé publique, mais aussi un outil de cohésion sociale, mais aussi un outil économique. Et je serai, autant que faire se peut, toujours à vos côtés dans tous ces combats. La santé, le cancer, la lutte contre le cancer, le sport évidemment. Donc bienvenue au Parlement, vous y êtes éternellement attendus, espérés. N'hésitez pas à nous solliciter, à me solliciter. Vous allez intervenir sur un des 2 piliers de cette campagne Ruban Espoir, c'est le pilier sportif et activité physique. À l'issue de chaque intervention, on pourra vous donner, mesdames, messieurs, la parole pour interpeller, poser des questions. C'est un débat qui se veut assez ouvert. Donc merci beaucoup de m'avoir invité. Donc comme vous l'avez dit, je viens de l'université de Louvain, située à Louvain-la-Neuve, et donc je dirige un laboratoire où on fait de la physiologie de l'exercice, peut-être plus connu pour l'action que nous avons avec les sportifs belges, mais à côté de cela, nous avons également un domaine de recherche dans lequel nous essayons de comprendre les mécanismes moléculaires qui font que l'exercice physique est bénéfique pour la santé, et c'est ce dont on va bien sûr parler aujourd'hui en le déclinant par rapport au cancer du sein. Mais l'histoire que je dois vous raconter, elle commence il y a relativement longtemps, il y a globalement, et on ne va pas se battre sur un an, 1 500 000 années, où dans la corne de l'Afrique, l'Australopithèque qui vivait au départ dans une forêt pluviale a vu, comme peut-être maintenant, mais pour d'autres raisons, les conditions climatiques rapidement changer et voir ces forêts pluviales se changer en une savane, et pour pouvoir éviter ces prédateurs, et pouvoir se nourrir, et bien progressivement il a adopté la position bipodale, et donc vous connaissez, je ne vous ferai pas l'insulte de vous le rappeler, l'évolution humaine qui arrive donc à ce que nous sommes maintenant, l'Homo sapiens sapiens, beau, grand, fort, redressé, le lobe préfrontal développé, intelligent, etc., etc. Le problème, c'est que même si notre patrimoine génétique n'a finalement pas fondamentalement changé depuis la fin du Paléolithique, et la fin du Paléolithique, encore une fois, on ne va pas se battre sur 2 ans, c'est à peu près moins 30 000 ans, bien il faut avouer que certains de nos congénères ont vu leur morphotype fondamentalement être modifié ces dernières années. Et ça, c'est quelque chose, je pense, de fort important dès le départ à comprendre, c'est que l'évolution nous a fait pour être actifs. Nous ne sommes pas faits pour être des sédentaires, nous sommes faits pour avoir un certain niveau d'activité physique quotidienne. Le problème, c'est que notre mode de locomotion a fondamentalement changé en quelques années, et d'un déplacement essentiellement à pied, nous sommes passés
liées à un déplacement automobile, que ce soit dans nos pays industrialisés, mais je vous assure, ça marche très très bien en Afrique aussi. Vous pouvez aller dans le village le plus reculé, vous mettez une mobilette, ils montent à 5 sur la mobilette et c'est fini, ils ne marchent plus, ils utilisent le moteur. De sorte que nous en arrivons finalement à une situation qui est assez paradoxale, vu que génétiquement, nous sommes faits pour nous déplacer et pour avoir une grande dépense énergétique. Notre évolution biologique n'a pas suivi cette évolution de la mobilité, parce que l'évolution biologique, c'est quelque chose, c'est un processus qui est très lent, alors que cette sédentarisation que nous avons connue est un processus qui a été extrêmement rapide. Et si on veut faire une estimation, eh bien pour approcher la dépense énergétique que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs de la fin du Paléolithique avaient, eh bien il faudrait à peu près avoir une dépense énergétique qui correspond à 17 kilocalories par kilo de poids corporel et par jour, ce qui ne vous dit sans doute rien. Et c'est pour ça que je l'ai traduit en termes de kilomètres en marchant. Ça fait à peu près 19 kilomètres en marchant tous les jours, 365 jours par an pour arriver à faire cela. Bien sûr, ce n'est pas possible, et bien sûr, il faut trouver d'autres moyens. Et l'activité physique intense est sans doute un moyen de pallier quelque peu à ce déficit en matière de locomotion. Alors la première grande étude qui a montré que l'activité physique était bonne finalement pour toutes les causes de mortalité, parce que ce que je voudrais d'abord faire passer comme type de message, c'est ce qu'on va raconter sur le cancer, c'est bien sûr vrai, mais c'est vrai aussi pour un tas d'autres choses. Faire une activité physique, c'est globalement bon pour la santé. C'est un follow-up qui a été fait sur les anciens de l'université d'Harvard entre 1962 et 1988. Je suis désolé mesdames, mais à ce moment-là, on n'étudiait que les hommes. Il y avait plus de 17 000 individus masculins qui étaient suivis. Et sur cette période, eh bien, ils ont recensé plus de 3700 morts. Et ils ont en fait mis le risque relatif de décès par rapport à la dépense énergétique qu'ils ont répartie en quintiles. Alors un quintile, c'est assez simple à comprendre. Si vous êtes dans les 20% de la population qui fait le moins d'activité physique, vous vous trouvez ici. Si vous êtes dans les 20% qui fait le plus d'activité physique, vous vous trouvez là. Donc ce que l'on voit, eh bien, on voit très très clairement qu'il y a une tendance à la décroissance. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la différence qu'il y a entre le premier quintile et le deuxième quintile. Parce que regardez bien le graphique, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus grand impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire un peu d'activité physique, c'est déjà beaucoup mieux que de ne pas en faire. Bien sûr, si vous en faites très régulièrement, c'est encore mieux. Mais je pense que le premier message à faire passer à la population, c'est bouger. Et bouger un peu, c'est déjà beaucoup mieux que de ne pas bouger. Parce que, effectivement, il y a une représentation sociale du sport qui est de temps en temps difficile à assumer. Parce que quand on dit à quelqu'un « vous allez faire du sport », à quoi pense-t-il? Eh bien, il pense à cela. Si je dis à quelqu'un « je vais vous remettre à l'exercice, on va faire du sport », il croit tout de suite que je vais leur faire le marathon de Berlin ou que je vais leur demander de monter le Ventoux. C'est absolument pas de cela dont il s'agit. Et donc c'est pour ça que je préfère utiliser le terme d'activité physique. Ne pas parler de sport, globalement c'est la même chose, mais de parler d'activité physique régulière et modérée. C'est l'activité physique modérée et régulière qui est bénéfique pour la santé. Alors combien faut-il faire? Quel type de sport faut-il faire? Eh bien, il y a un tas de recommandations qui existent et qui sont, je dirais, toutes plus ou moins valables. Vous avez ici les recommandations de ce qui est le gold standard dans notre domaine, qui est le Collège américain de médecine du sport, et qui définit les quantités et les qualités recommandées d'activité physique. Je pense que là, pour l'instant, n'est plus le problème. Et si vous arrivez à avoir cette activité physique, eh bien sûr, ce n'est pas une assurance tout risque. C'est simplement que vous allez diminuer la probabilité d'avoir un tas de petits problèmes ou de gros problèmes, comme par exemple les accidents coronariens, comme par exemple le diabète, comme par exemple l'hypertension, mais aussi effectivement toute une série de cancers, comme par exemple ici le cancer colorectal. Donc que voit-on? On voit ici la probabilité de contracter de développer ce type de maladie. Et on rapporte ça à ce que l'on appelle l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est en fait le poids du sujet divisé par sa taille qui est mise au carré. Et donc normalement, un indice de masse corporelle doit se situer entre 20 et 25. On définit généralement le seuil d'obésité au-delà de 30 et vous voyez très clairement que les sujets qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30 eh bien, ont une probabilité plus importante de développer un cancer colorectal. Mais si on remet sur un troisième axe le taux d'activité physique qui est réalisé, eh bien vous voyez que ce sont les sujets
qui ont un indice de masse corporelle qui est inférieur à 25 et ceux qui ont un taux d'activité physique le plus important qui ont effectivement la probabilité de développer un cancer colorectal, le moins important, pardon, de développer un cancer colorectal. Alors bien sûr, il existe ce type d'études également pour le cancer du sein. Ceci est une des premières grandes études, ce qu'on appelle une méta-analyse qui a été publiée dans le journal du Collège américain de médecine du sport en 2001, où on recensait toute une série d'études et où on mettait en rapport l'intensité de l'exercice modéré, plus ou moins difficile, jusqu'à des exercices plus ou moins intenses, en fonction de la probabilité de développer finalement tout type de cancer. Et vous voyez que globalement, eh bien, il y a une diminution, et ceci suggère quand même que par activité, pour que l'activité physique soit bénéfique, eh bien, il faut quand même qu'elle ait une certaine intensité, et je sais que l'orateur qui me suivra reviendra sur ce point. Alors, une des grandes études qui a été réalisée par rapport au cancer du sein est cette étude de l'Iowa Women Health Study, réalisée entre 1986 et 2003, où on a suivi systématiquement plus de 36 000 femmes qui étaient âgées entre 55 et 69 ans au début de l'étude. Malheureusement, 99% étaient caucasiennes, et parmi ces 36 000, eh bien, 2500 durant la durée de l'étude ont développé un cancer du sein à un âge moyen de 71 ans, pardon, je parle belge. Les types de cancers étaient essentiellement des cancers récepteurs œstrogènes et récepteurs progestérone positifs, et donc ça, je dirais que c'est à peu près la distribution que l'on observe. Alors, ils avaient relaté, ils avaient mesuré le taux d'activité physique qui était réalisé par ces dames, et ils relataient 3 catégories. Tout d'abord, un haut taux d'activité physique qu'ils définissaient comme une participation à des activités vigoureuses, et par activité vigoureuse, il faut entendre des activités qui vont élever la fréquence cardiaque aux alentours de 60% de ce que l'on va appeler la réserve cardiaque, au moins 4 fois par semaine. On parlait d'activité moyenne, ou une participation des activités vigoureuses de 1 à 4 fois, et faible activité physique le reste de la cohorte. Alors, quels sont les résultats? Eh bien, ils montrent que les femmes qui ont un haut taux d'activité physique diminuent de 14% le risque de cancer du sein, ce qui n'est quand même pas négligeable. Bien sûr, cette diminution peut être liée à une diminution de la masse de graisse dans le corps, parce qu'on sait que les gens qui font de l'activité physique ont également une masse de graisse moins importante. Et donc on peut corriger par cet indice de masse corporelle, mais même si on corrige la statistique par l'indice de masse corporelle, eh bien on obtient toujours une diminution de 8% du taux de cancer. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que cette activité physique n'est donc pas, entre guillemets, bénéfique à tout type de cancer. Moi, je me méfie toujours de quelque chose qui est bon pour tout. Quand on me dit c'est bon pour ça, mais pas bon pour autre chose, j'y crois plus que quand on essaie de me vendre quelque chose qui est le remède miracle. Vous voyez que l'activité physique n'est pas le remède miracle, puisqu'il y a des types de cancers sur lesquels il n'y a pas d'effet préventif, mais qu'il y a des types de cancers très très clairement sur lesquels il y a des effets de prévention. Une autre étude, cette fois-ci réalisée sur plus de 74 000 femmes, où on observait une diminution de 14% du risque de cancer chez les femmes qui étaient engagées dans une activité physique régulière, et cette fois-ci c'était des femmes beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire à l'âge de 35 ans. Donc cela veut dire quoi? Eh bien cela veut dire que l'effet est d'autant plus important que l'activité physique est pratiquée quand vous êtes jeune. Donc le problème c'est celui-là, c'est d'essayer de convaincre vous-même, ou peut-être de convaincre vos filles, que commencer une activité physique jeune va avoir des effets bénéfiques plus tard. Alors j'ai bien entendu mon collègue à table tout à l'heure qui me dit que c'est un message qui ne porte pas, mais je l'encourage à essayer de trouver une autre solution, mais la statistique nous montre cela. Plus on commence jeune, plus l'effet à long terme est un effet qui est important, puisque seulement 8% de diminution est observé lorsque l'activité physique est entamée après l'âge de 50 ans. Alors la question qui nous intéresse un peu plus, et donc là je vais venir
excusez-moi, mais à vous montrer un peu les travaux que nous faisons dans notre laboratoire, parce que ce à quoi nous intéressons au labo, c'est comment se fait-il que l'activité physique soit protecteur. Alors il y a bien sûr des choses qu'on peut comprendre intuitivement, il y a moins de graisse dans le corps, les graisses c'est pas très sympa, mais il y a en fait d'autres mécanismes qui sont des mécanismes peut-être un peu plus sophistiqués. Nous nous intéressons à ce que l'on appelle une molécule, donc c'est une protéine, c'est un facteur de transcription, comme on dit, que l'on appelle ATF3. Et ATF3, eh bien, justement, il est très impliqué dans les cancers du sein. Alors c'est un peu particulier, et il faut donc bien comprendre ce qu'est l'effet de l'exercice physique. Faire un exercice physique, c'est stresser votre organisme. Vous stressez votre organisme et vous allez attendre que votre organisme s'adapte à ce stress. Mais a priori, votre organisme, il n'aime pas trop l'activité physique au départ, il prend cela comme un stress. Et en fait, ce facteur de transcription ATF3, eh bien, il est un peu ambivalent, dans le sens où s'il est exprimé de manière irrégulière, eh bien, il est plutôt bénéfique. Et s'il est exprimé de manière chronique, constante, eh bien, il est plutôt négatif. On observe exactement la même chose, par exemple, avec les acides gras libres. Donc, si vous faites une activité physique d'endurance, les acides gras libres qu'il va y avoir dans votre sang vont augmenter et c'est plutôt bénéfique. Alors que si vous avez une augmentation constante des acides gras libres dans votre sang, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour votre état de santé et entre autres pour votre état de santé coronarien. Alors, comment ça marche ce truc-là? Eh bien, l'idée que l'on a, c'est que l'exercice physique va activer cette molécule ATF3 de manière transitoire. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette molécule ATF3? Eh bien, c'est qu'elle va être synthétisée, elle va être exprimée au niveau de notre génome, elle va sortir du noyau de nos cellules, et puis, un peu paradoxalement, elle va y rentrer. Et que va-t-elle faire quand elle y rentre? Eh bien, elle va exprimer ce que l'on appelle toute une série de... En fait, elle va réprimer plutôt toute une série de cytokines que l'on appelle les cytokines pro-inflammatoires. Donc, elle va avoir tendance à réduire le taux d'inflammation. Alors ça, ce sont des résultats que je montre pour la première fois à l'extérieur du labo, qui ont été acquises par un de mes doctorants, qui a fait courir des souris. Il a fait courir des souris sur un tapis roulant, et puis il les a sacrifiées, évidemment, malheureusement pour les petites souris, et donc il a mesuré l'expression de ATF3 après l'exercice. Et donc vous voyez qu'avant l'exercice, ça n'est pas du tout exprimé. Après l'exercice, durant les heures qui suivent, c'est exprimé. Et puis ça revient à l'état basal dans les heures qui suivent. Et donc ce système pourrait être un système par lequel l'activité physique a des effets anti-inflammatoires. Parce qu'effectivement, on sait que la réponse inflammatoire est atténuée avec l'entraînement. Ça, ce sont aussi des résultats que je n'ai jamais montrés, mais qui ont été réalisés par une de mes post-doctorantes au labo. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a entraîné des petites souris pendant 6 semaines. Elle leur a fait faire l'activité physique pendant 6 semaines. Et puis elle les a injectées avec un agent pro-inflammatoire que l'on appelle TNF-alpha, et elle a été mesurée toute une série de facteurs qui sont impliqués dans la dégénérescence tissulaire. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'à partir du moment où elle injecte ces souris, eh bien, ces facteurs impliqués dans la dégénérescence tissulaire sont considérablement augmentés. Si elle fait la même chose avec les souris qui ont été entraînées, eh bien, vous voyez que l'entraînement physique a un effet qui est tout à fait protecteur sur l'expression de ces facteurs. Donc l'entraînement physique permet de réduire le taux d'inflammation et permet de limiter la réponse à l'inflammation. Alors une autre possibilité qui pourrait expliquer les effets bénéfiques de l'activité physique, c'est que pendant l'activité physique, en fait, on nettoie nos cellules. On va un peu faire le grand nettoyage au niveau des cellules et ça m'amène à développer un concept qui a été proposé pour la première fois durant les années 60 par Christian de Duve, qui, comme vous le savez, a eu le prix Nobel de médecine. Et en fait, Christian de Duve a eu le prix Nobel de médecine pour la découverte de ces structures que l'on appelle le lysosome. Et en fait, ce lysosome va permettre d'activer ce que nous appelons l'autophagie, c'est-à-dire se manger soi-même. En fait, on va, grâce à ce lysosome, eh bien, pouvoir dégrader toute une série de structures qui sont tout à fait fonctionnelles ou qui ne fonctionnent pas tout à fait bien, tout à fait comme elles devraient. Et on a mesuré, cette fois-ci non plus chez les souris, mais chez l'humain, on a mesuré l'activation de cette autophagie et de différents marqueurs de cette autophagie chez les sujets qui ont fait un exercice. Et je pense qu'on était les premiers à montrer que l'exercice physique active l'autophagie chez l'humain. Alors, en quoi est-ce que l'activation de cette autophagie peut être bénéfique? Eh bien, elle peut avoir, par exemple, des effets métaboliques relativement intéressants.
Alors ceci, c'est une étude qui est relativement connue, qui est sortie l'année dernière, qui a été publiée par le groupe de Beth Levine, qui est une collègue américaine. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, je vais essayer d'expliquer pas par pas. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des modèles de souris, et ils ont utilisé, je dirais, des souris normales, ce qu'on appelle dans notre jargon des souris wild type. Et ils leur ont donné en fait un bolus de glucose, et ils ont mesuré l'évolution de la concentration de glucose dans le sang dans les heures qui suivent le bolus de glucose. Et donc il est normal de voir que le glucose augmente, et puis il revient à l'état basal. Lorsque on nourrit ces souris avec ce que l'on appelle un régime high fat, c'est-à-dire un régime riche en graisse, un régime cafétéria comme on dit, bien que ce ne soit pas tout à fait la même chose, ce que l'on voit, c'est que si on donne le même bolus de glucose, eh bien la concentration en glucose évolue différemment, et surtout elle revient plus tard à l'état basal. Et si vous regardez la surface qu'il y a entre cette courbe-ci et la surface qu'il y a en dessous de cette courbe-là, eh bien celle-ci est beaucoup plus grande. Ça témoigne quoi? Ça témoigne du fait que les souris sont en train de développer une intolérance au glucose. Si on fait faire de l'exercice physique à ces souris à qui on donne un régime high fat, donc on leur donne un régime high fat, riche en graisse, et on leur fait faire de l'exercice, que voit-on? Elles vont grossir autant, mais par contre l'exercice physique va avoir un effet protecteur. Vous voyez que la surface ici, sous la courbe en pointillé, eh bien, a tendance à se diminuer. Ah, on me demande de conclure dans 2 minutes, alors là je vais avoir vraiment beaucoup de mal. Je vais terminer ce point alors. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait des souris mutantes, qui développent cette autophagie, à l'état basal, mais qui n'arrivent pas à l'activer à l'exercice physique. Alors en 2 mots, que voit-on? Si on redonne le bolus, eh bien, il se passe exactement la même chose chez les souris qui sont inactives. Si on les nourrit avec un régime high fat, eh bien, on voit qu'elles deviennent intolérantes au glucose. Et si on leur fait faire de l'activité physique, eh bien, que voit-on? On voit que cette activité physique n'a plus le moindre effet sur le métabolisme des souris. Ça veut donc dire que l'autophagie semble être un processus qui est obligatoire, qui doit nécessairement être activé pour obtenir les effets bénéfiques sur le métabolisme. Alors, que me direz-vous? Quel rapport avec le cancer? Eh bien, on sait très bien que, et mon collègue va en parler, on s'est quand même un peu coordonné, les effets métaboliques sur le cancer peuvent également avoir un effet relativement important. D'autre part, la même collègue a montré que cette autophagie, eh bien, pouvait être activée sur différents types de tissus, dont entre autres le cerveau, et ça c'est assez intéressant également pour les maladies du cerveau. Et enfin, ici, dans un article relativement récent, eh bien, on nous dit, si je traduis simplement, que la stimulation de l'autophagie va en fait préserver la santé, le fitness, la forme de la cellule, en maintenant les protéines et les organelles grâce à un système de contrôle qualité. Et en fait, ce système de remodelage qui est induit par l'activité physique va certainement contribuer largement au maintien de l'activité, aux effets bénéfiques de l'activité physique pour la santé. Alors, je n'aurai donc pas le temps d'aborder le chapitre suivant, qui était en fait le chapitre consacré aux effets de l'activité physique chez les patients qui ont déjà eu un cancer. Donc, si on veut résumer l'histoire, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a effectivement maladie, la maladie en elle-même, son traitement et le fait que les patients et les patientes, durant la maladie, voient leur activité physique altérée, eh bien, ça va conduire à une certaine fatigue et à un certain déconditionnement. Et donc, le meilleur système, c'est certainement de réentraîner les patients afin de diminuer la fatigue et de diminuer le reconditionnement. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est ce que j'appelle le cercle vicieux du déconditionnement, qui est lié également à des aspects psychologiques, parce que faire ressortir les patients de ce cercle vicieux du déconditionnement, pour les ramener dans un système où ils bougent, où ils se réentraînent, va être relativement difficile. Si on veut synthétiser la littérature scientifique, c'est ce qui a été fait dans le Lancet of Oncology en 2006, eh bien on voit que faire une activité physique à des patients qui ont eu un cancer,
eh bien, augmentent leurs conditions cardio-circulatoires, ça on peut s'en douter, augmentent leur force, c'est une bonne chose. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ça augmente surtout la qualité de la vie. Ça diminue la dépression, ça diminue l'anxiété, ça diminue la fatigue, et les oncologues nous expliquent toujours que c'est un des gros problèmes, ça diminue la douleur, et surtout, on n'a jamais relevé d'effets délétères, c'est-à-dire d'une diminution du temps de rémission. Je voudrais juste insister sur le fait que, évidemment, mon domaine c'est la physiologie, et donc j'ai parlé en tant que physiologiste, mais je suis tout à fait conscient que faire de l'exercice à quelqu'un, et nous avons d'ailleurs dans notre université un programme en collaboration avec les psychologues sur ce domaine, eh bien il y a une certaine barrière qui doit être franchie par les patients. Et qu'il y a sans doute des développements à faire au niveau de stratégies motivationnelles, des programmes motivationnels pour motiver les gens à changer leur comportement et à refaire une activité physique, surtout dans ces moments qui sont plus souvent des moments de souffrance. Parce que le but ultime, finalement, c'est de mourir jeune, en forme, le plus tard possible, et ceci peut se faire au travers d'une activité physique qui serait bien comprise, et ce n'est pas toujours le cas. Je vous remercie pour votre attention. Parce qu'en fait, moi, je ne viens pas du monde médical, je ne viens pas du monde universitaire, je viens du monde sportif. Et la relation que j'ai avec le cancer, elle est liée à la rencontre avec un médecin, avec un cancérologue, qui est venu me voir un jour en me disant, voilà, je suis fatigué de voir mes patients fatigués. Quand je suis fatigué, je fais du sport, donc tu vas leur faire du sport. Et j'ai dit, waouh, ça c'est une bonne idée. Et donc, il m'a donné, entre guillemets, 3 patientes en test qui étaient en rémission d'un cancer et qui allaient plutôt bien sur le plan médical. Et on a commencé à faire du sport et les effets ont été relativement positifs. Et je vous parle de ça, c'était au siècle dernier, parce que c'était en 1998. À l'époque, les études scientifiques, il n'y en avait pas, les recommandations internationales, il n'y en avait pas. Mais l'idée, c'était de dire, à partir d'une expérience personnelle, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le problème, c'est que Thierry, étant un grand passionné, a décidé dans les années 2000 de me dire « Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, tu vas prendre des personnes en traitement ». Et en prenant les personnes en traitement, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait vraiment des problèmes liés aux effets secondaires, à la chirurgie. Et donc, la réflexion qu'on a dû entamer sur la manière de s'occuper des personnes qui ont un cancer pendant les traitements à travers une activité physique sportive est née. Ça a donné quoi ? Ça a donné que 13 ans plus tard, donc 13 ans de travail, 13 ans d'expérimentation, 13 ans de moments où on s'est pris des réflexions dans la figure sur notre manière d'intervenir, sur le regard que l'on portait aux gens, sur la manière de leur faire de l'activité physique et ce qu'on leur envoyait, nous a dit qu'aujourd'hui, si on voulait vraiment s'occuper des patients et avoir une efficacité en termes d'activité physique et sportive, on devait avoir des gens qui étaient professionnels et des gens qui étaient formés. La bonne volonté, c'est un bon système. Le problème de la bonne volonté, c'est quand elle ne repose que sur la bonne volonté, elle peut amener à des dérives relativement dangereuses pour les personnes qui la subissent. La deuxième des choses qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va valider les propos qu'on met en place auprès d'une commission scientifique qu'on a composée. Et en fait, la dernière chose, c'est qu'on a inventé une méthode qui nous permet de nous différencier un petit peu de ce qui existe aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'activité physique adaptée, qui en France est un grand mot qui regroupe des problèmes. L'activité physique adaptée, c'est la capacité que vous avez à adapter une activité physique aux problèmes physiologiques, psychologiques ou sociaux de la personne que vous avez en face de vous. Et on a choisi délibérément de ne pas rentrer dans cette dynamique-là parce qu'on ne voulait pas renvoyer le patient à sa maladie à travers une activité physique, mais au contraire le faire sortir de son parcours de soins. Pour ça, on a fait 2 choses. On a créé un diplôme universitaire à l'université Paris 13, donc on a mis les universitaires dans la boucle et on a créé un diplôme reconnu qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie formation qui est validée, qui appartient à un UFR de la fac de médecine de l'université Paris 13. Et puis, on a développé en fait cette méthode auprès de multi-activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire du karaté, on peut faire de la danse, on peut faire du yoga, on peut faire de la gymnastique, on peut faire de la course à pied, on peut faire de la marche, on peut faire du vélo. On peut faire plein de choses du moment que le travail que l'on fait avec les personnes que l'on a en face de nous est à peu près identique.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la CAMI, c'est juste pour vous situer, a une cinquantaine de centres en France, présents sur 16 départements. Elle travaille en étroite collaboration avec les hôpitaux de Paris et les cliniques privées et les CH départementaux. Elle travaille avec les réseaux de cancérologie, c'est-à-dire qu'elle a développé un vrai travail auprès des réseaux de cancérologie pour proposer le type d'activité physique. Elle est rentrée depuis l'année dernière dans l'hématologie. Donc à l'hôpital Saint-Louis, on a mené un projet pilote où on a pris des patients en chambre stérile pour les accompagner à travers une activité physique et sportive. Et c'est un projet qui marche puisqu'on est en train de le développer à Gustave-Roussy et dans d'autres départements de France. Et puis on s'est dit que la CAMI n'était pas un club sportif et donc elle n'avait pas vocation à garder les gens. Et donc on travaille avec des fédérations sportives pour pouvoir avoir des interlocuteurs à la fin des traitements pour orienter les patients qui ont été chez nous pendant un temps pour aller vers des activités physiques et sportives qui leur correspondraient un petit peu plus. Seuls 10% des Français pensent que l'activité physique a une incidence sur un facteur de bonne santé. Voilà. Ils pensent 70% par contre que l'alimentation a un facteur de bonne santé. Donc c'est déjà pas mal. L'autre manière de considérer l'activité physique, c'est de considérer que c'est une thérapeutique. Et en fait, la Haute Autorité de Santé, qui est un organe qui émet des recommandations en France, a considéré que l'activité physique et sportive était une thérapeutique non médicamenteuse depuis avril 2011. Alors maintenant, pour rejoindre ce que disait le professeur Franco juste avant, qu'est-ce qu'on entend par activité physique? Alors le problème de l'activité physique, c'était la hotte du Père Noël. Vous pouvez y mettre à peu près tout ce que vous voulez dedans. Vous pouvez y mettre ça, faire le ménage, bricoler, repasser, laver la vaisselle debout pendant 1 heure, c'est faire de l'activité physique. Vous pouvez y mettre ça, tout ce qui est transport et qui ne nécessite pas un véhicule motorisé, donc le vélo, la marche à pied, prendre les escaliers plutôt que les escalators. Vous pouvez y mettre tous les travaux manuels que vous faites dans votre cadre professionnel. Vous êtes une aide-soignante, vous aidez à porter quelqu'un de la chaise au fauteuil, on considère que vous faites de l'activité physique. Et puis, vous avez les sports de loisirs, tout ce qui est la pratique sportive. Ça, c'est un hommage à l'équipe de France de rugby. Je vous laisse deviner où est l'équipe de France en ce moment. Hein. En dessous, si vous n'êtes pas sportif. Mais bon, l'avantage du sport, c'est qu'un jour on est au-dessus, un jour on est en dessous, c'est pas très important. Mais l'idée, c'est que tout ça rentre dans de l'activité physique. Pourquoi? Parce que la définition de l'activité physique, c'est toute contraction musculaire qui augmente votre dépense métabolique de repos. Donc du moment que vous faites un mouvement qui accroît votre dépense énergétique de repos, vous faites de l'activité physique. Alors, il y a un référentiel. Le référentiel, c'est celui-là. Quand vous êtes assis pendant 1 heure, vous dépensez 1 mètre. Et tout a été mesuré. Si vous faites de la marche, vous dépensez 3 mètres. Si vous faites de la marche rapide, vous dépensez 4,5 mètres. Si vous faites du golf avec véhicule, c'est 3,5 mètres. Sans véhicule, c'est 5,5 mètres. Et donc, toutes les activités physiques remis à 1 heure ont été quantifiées. De manière à ce qu'on sait aujourd'hui à peu près, quand on demande à quelqu'un de s'impliquer dans une activité physique, quelle va être à peu près sa dépense énergétique selon l'activité physique qu'il va faire. Pourquoi c'est important? Parce que quand on parle du cancer, on joue sur les mécanismes de prolifération des cellules. C'est-à-dire qu'on ne joue pas sur la maladie en elle-même. On n'est pas encore à faire la paire de Nike contre la chimiothérapie. Il faut bien que les deux soient corrélés. Mais on joue sur les mécanismes qui vont permettre au cancer de se développer. Et il y a 3 gros carburants dont le cancer a besoin. C'est tout ce qui va être les hormones sexuelles, ce qui a été vu tout à l'heure par le docteur Franco. Il y a tout ce qui est les problèmes d'insulinémie, de glucose que l'on va avoir. Et puis, il y a tous les mécanismes des masses graisseuses que l'on va avoir dans le corps. Et en fait, l'activité physique joue sur ces 3 paramètres. Alors, je vous ai juste pris un essai pour vous montrer que des gens qui ont des taux d'insuline élevés dans le sang se retrouvent avec des risques de métastaser de leur cancer ou de décéder d'un cancer qui varient de 2 à 3. Donc plus on a d'insuline, plus on est un facteur de pronostic à risque. En revanche, quand vous faites de l'activité physique, vous écroulez votre taux d'insuline. Donc le fait d'écrouler son taux d'insuline quand vous faites de l'activité physique fait que vous sortez du champ quand vous êtes à risque parce que vous avez beaucoup d'insuline dans le sang. Et en fait, on joue exactement, l'activité physique va enlever exactement les mêmes facteurs qui servent à faire grossir les cellules cancéreuses. Ce qui donne quoi aujourd'hui? Ce qui dit qu'aujourd'hui, il y a une clé pour faire de l'activité physique. Cette clé, elle nécessite 3 paramètres. L'intensité, il faut qu'il y ait une intensité quand vous produisez un effort pour que ça influe sur le métabolisme et que ça lutte
contre les facteurs de prolifération des cellules. Il faut que ça s'inscrive dans la durée. Tous les essais scientifiques qui montrent qu'il y a moins de 1 an d'activité physique n'ont pas de preuves significatives. Et il faut que ça s'inscrive de manière régulière. Si je reprends la notion d'insuline, en fait, un des meilleurs moyens que vous avez de capter l'insuline dans le sang, c'est de faire de l'activité physique parce que les muscles ont besoin de sucre pour pouvoir créer de l'énergie et donc ils vont capter le sucre que vous avez dans le sang quand vous faites du sport. Et ce mécanisme dure entre 24 et 36 heures. Si vous faites du sport simplement le dimanche, vous faites lundi, vous avez votre captation de glucose qui est en place. Le mardi, ça s'arrête. Et vous avez mercredi, jeudi, vendredi, samedi, où elle est plus active. Et donc, vous avez de nouveau l'insuline qui augmente. Donc, le fait de faire ça régulièrement dans la semaine fait que vous gardez ce cycle-là toujours ouvert. Et en fait, ce cycle augmente avec le temps. Le petit test qu'on rajoute dans sécurité, c'est simplement que quand on s'adresse à des patients qui sont sous traitement, il faut aussi veiller à ne pas faire en sorte que l'activité physique soit un problème pour que des gens ne puissent pas la faire ou que vous risquiez d'endommager les personnes, ce qui est un des facteurs de difficulté d'amener des patients dans un cadre d'activité physique et sportive. Ils ont peur des risques associés à la pratique de l'activité physique, même si aucun essai n'a validé en fait le fait qu'il y avait des risques associés. Alors, le parcours de soins d'un patient, tout le monde le connaît. Avant, il n'y en a pas. On déclare un cancer, il y a le début des traitements, il y a la phase de soins, on arrive à la phase de rémission et dans le meilleur des cas, on est guéri. Malheureusement, des fois, on rechute et on repart pour un traitement. L'activité physique intervient sur tous ces domaines. Avant, je ne vais pas le faire puisque le docteur Franco vous l'a expliqué. L'idée, c'est que sur l'ensemble des cancers qui ont été étudiés, vous diminuez votre risque de développer un cancer de 25%. Comment ça se fait ? Ça se fait simplement parce qu'il y a des recommandations internationales qui sont arrivées et suivant le type de cancer que vous avez, on va vous conseiller de faire une activité physique et sportive différente. Par exemple, pour éviter de développer un cancer du côlon, on va vous dire qu'il faut faire entre 30 et 60 minutes d'activité physique par jour à intensité modérée à intense. Si c'est un cancer du sein, les recommandations internationales vous disent entre 3 et 4 heures par semaine. L'Organisation mondiale de la santé, le 4 février 2011, a dit pour diminuer votre risque de faire un cancer de 25%, marchez 3 heures par semaine. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des effets dose-réponse. C'est-à-dire plus vous faites de l'activité physique, plus vous augmentez cette diminution-là. Donc je passe très vite là-dessus. Ce qui nous intéresse, nous, beaucoup, c'est la période des traitements. Qu'est-ce qui se passe pendant la période des traitements ? Pendant la période des traitements, il y a tout un tas d'effets secondaires qui vont arriver. Et en fait, l'activité physique et sportive a un effet sur ces effets secondaires-là. Quand on prend par exemple les plus grandes appréhensions des patients qui vont passer sous chimiothérapie ou radiothérapie, la fatigue arrive en premier. C'est normal, 75 à 90% des patients seront fatigués pendant les traitements de chimiothérapie, de radiothérapie. Et en fait, vous voyez, vous avez fatigue, nausées, troubles du sommeil, perte de cheveux, perte de poids, dépression. Et en fait, l'activité physique n'intervient pas sur tout. On ne peut rien contre les nausées, on ne peut rien contre la chute des cheveux. Mais par contre, pour le reste, on peut quelque chose. Pardon, c'était trouble du sommeil. D'accord ? La fatigue, on intervient dessus. Le trouble du sommeil, on intervient dessus. La perte de poids, on intervient dessus. Et la dépression, on intervient dessus. Les essais disent quoi ? Les essais disent, à partir du moment où vous faites une activité physique et sportive, vous impactez sur un certain nombre de paramètres pendant les traitements. Il y en a un qui est très important aujourd'hui, c'est la fonte des masses musculaires. Le professeur Franco vous a parlé de l'indice de masse corporelle. En fait, l'indice de masse corporelle sert à la dose de chimiothérapie que vous allez recevoir dans le corps. On calcule votre dose de chimiothérapie en fonction de votre indice de masse corporelle. Or, on s'est rendu compte qu'à indice de masse corporelle identique, les personnes n'avaient pas le même taux de masse maigre et le même taux de masse grasse dans le corps. Et qu'il y a des traitements de biothérapie, de thérapie ciblée, qui aujourd'hui sont en train d'avoir des corrélations entre la toxicité qu'ils font et l'incidence de masse grasse que vous avez dans le corps. Donc plus vous avez de masse grasse dans le corps, plus le taux de toxicité peut être accru sur certaines thérapies ciblées. Et donc le fait de lutter contre la fonte des masses musculaires permet d'éviter de travailler sur un balancier où vous avez une augmentation des masses grasses et une diminution des masses maigres. Il y a eu des essais qui ont été faits sur l'ostéoporose et puis sur l'observance des traitements. Et bien entendu, ça a débouché sur quoi ? Moins vous êtes fatigué, mieux vous observez votre traitement, plus vous gardez un dynamisme physique, forcément il y a une altération positive sur votre qualité de vie. L'idée, c'est que la fatigue, c'est un point en activité physique. Aujourd'hui, l'activité physique est le seul traitement validé contre la fatigue hors anémie.
C'est une Cochrane Database niveau 1A, c'est-à-dire qu'il y a une somme d'experts qu'on a réunis dans une pièce, on leur a dit, voilà, étudiez tous les essais qui ont été publiés, et c'est sorti en disant, le niveau de preuve est suffisant pour qu'on considère que c'est vrai. Et quoi? L'activité physique sur l'ensemble du traitement fait que vous diminuez votre taux de fatigue de 36%. Je sais, enfin, si, je sais, parce que la plupart d'entre vous sont passés par là, mais quand on a de la fatigue en cancérologie, c'est juste un truc qui est très très difficile à vivre, tellement c'est un truc qui est incontrôlable, qu'on n'arrive pas à gérer et qui ne cède pas au repos. En revanche, ça nécessite une prise en charge particulière. Ça nécessite que les gens qui vont intervenir là-dedans aient une vraie connaissance de la pathologie cancéreuse, des mécanismes de défense, des répercussions psychologiques, des moyens pédagogiques. Ça nécessite de travailler sur la globalité du corps pour lutter contre la fonte des masses musculaires, et ça nécessite d'avoir cette fameuse intensité et cette régularité. L'idée du diplôme universitaire qu'on a mis en place, c'est juste pour vous le dire, l'idée c'est comment on utilise une pratique sportive pour aller travailler sur le corps des gens. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de permettre aux gens de se réapproprier leur corps. Je vais être honnête avec vous, l'activité physique et sportive est un moyen. C'est l'arbre qui permet de cacher la forêt. À quoi servent comment on fait pour prendre en charge quelqu'un? L'idée, c'est de dire on a un double intérêt. On va avoir un intérêt qui va chercher à travailler sur la partie thérapeutique. Comment on diminue les effets secondaires? Comment on améliore la fatigue? Enfin, comment on diminue la fatigue? Comment on améliore la masse musculaire? Et l'autre partie qui nous intéresse, c'est comment on va faire en sorte que les gens vont se mettre à aimer l'activité physique et sportive et à vouloir la continuer ad vitam. Parce que c'est bien de faire de l'activité physique et sportive quand vous êtes malade, mais si vous l'arrêtez au moment où vous reprenez votre vie, vous verrez qu'en prévention tertiaire, ça ne marche pas. Et donc l'idée de se dire comment on amène des personnes qui n'étaient pas forcément des personnes qui aimaient l'activité physique au départ à vouloir la continuer, eh ben, c'est 12 points. Je vais y aller très vite parce que je sais que sinon je vais me faire taper sur les doigts. D'accord? Aucune personne qui vient chez nous ne passe sans un bilan. On reçoit les personnes, elles nous racontent leur histoire, elles nous parlent de leurs problèmes pathologiques, elles nous expliquent les difficultés physiques qu'elles ont, et à partir de là, l'éducateur définit des objectifs qu'il va travailler sur des exercices qu'il va construire. Une fois qu'il a fait ça, l'idée c'est de faire des cours dans lesquels personne ne doit se sentir malade. Comment on fait pour construire un cours où on a 10 pathologies différentes, 10 moments du parcours de soins différents, 10 relations au corps différentes, et que tous les exercices s'adressent à tout le monde en ayant des objectifs particuliers et en faisant en sorte que chacun, à un moment donné, se sente concerné par l'exercice que l'on est en train de mettre en œuvre. Ça, c'est le travail que l'on fait au diplôme universitaire, c'est comme ça qu'on forme nos éducateurs. Vu de l'extérieur, tout le monde doit avoir l'impression que c'est un cours que tout le monde pourrait faire. Changer le regard, faire changer le regard que l'on porte à une personne qui est malade et amener la personne qui est malade à changer le propre regard qu'elle a sur elle-même. Les patients n'imaginent pas tout ce qu'ils peuvent faire avec leur corps. À nous de les amener à faire en sorte qu'ils puissent avoir cette conscience-là. Par contre, tout ce qu'ils ne voient pas, c'est tout ce que travaille l'éducateur pour arriver à faire en sorte que ça marche. Pendant, il y a un travail sans arrêt d'aller-retour. On va chercher à comprendre ce qui se passe, à voir si ça se passe bien, à faire en sorte que les personnes comprennent le type de geste qu'elles doivent faire, la manière dont elles doivent l'exécuter, faire en sorte qu'il y ait toujours de l'intensité dans les cours et surtout ne pas oublier qu'il faut tenir compte de la problématique spécifique de la personne que l'on reçoit au moment où on la reçoit. Quelqu'un qui est en première séance de chimio, elle n'a pas les mêmes effets secondaires qu'à la 8e séance de chimio. Si on ne tient pas compte de cette évolution liée au traitement, quelque part, on peut passer à côté de l'essentiel. Et puis, après, comment on va faire pour l'orienter pour qu'elle puisse faire de ce qu'elle apprend dans les cours quelque chose qu'elle va pouvoir s'appliquer au quotidien. Pourquoi c'est important? Parce que quand on arrive à la phase de rémission qui fait soit on s'en sort, soit on rechute, eh ben, l'activité physique évite ce moment où on remonte. Comment? Elle diminue de 50% le risque de rechute. Si vous faites une activité physique et sportive après votre traitement, vous diminuez de 50% votre risque de récidiver d'un cancer. Et sur ça, vous avez une kyrielle d'essais. Donc vous voyez, ça ce sont des études sur les cancers du sein. Et en fait, vous avez l'intensité nécessaire pour éviter cette rechute-là.
On sait qu'aujourd'hui, suivant la localisation du cancer, l'activité physique que vous allez devoir faire en termes d'intensité n'est pas la même, parce que la tumeur n'est pas résistante de la même manière. Les cancers du sein, c'est 9 mètres. La mauvaise nouvelle, c'est que les cancers du côlon, c'est 18 mètres. Donc il faut avoir 2 fois plus d'activité. Alors la plus mauvaise nouvelle, ça ne concerne que les hommes, c'est que les cancers de la prostate, ça tourne autour de 25 mètres. Donc, si on fait une activité physique, après, il faut se demander comment on l'a fait et dans quelle intensité on l'a fait pour qu'elle soit toujours aussi efficace. L'idée que l'on a, c'est celle-là. Les gens commencent parce qu'ils sont malades. Ils continuent parce qu'ils éprouvent le plaisir à la continuer. Ils la continuent parce que ça leur est nécessaire et à ce moment-là, on a réussi notre pari. Si on fait faire des programmes d'activité physique à des patients et qu'on les lâche dans la nature au bout de la 12e séance, sans se soucier de savoir comment elles vont continuer, en fait, on n'a pas fait notre job. On a simplement donné une étincelle, mais on n'a pas alimenté la flamme. Et si on n'a pas alimenté la flamme, on n'a pas réussi notre boulot. Si notre boulot, c'est de faire un accompagnement, il faut faire un accompagnement tout au long du parcours de soins. C'est pour ça que nous, on essaie de travailler vraiment dans cette optique-là. L'idée, c'est, excusez-moi, je vais juste être polémique, l'idée, c'est de faire attention à la pratique sportive et à l'activité physique en évitant de tomber dans le « ça fait du bien à l'esprit ». Vous savez, le sport, ça donne confiance en soi, ça permet l'esprit d'équipe, ça apprend le respect, ça donne l'humilité, ça donne le sens de l'effort, la valeur du travail, etc. Et en fait, quand vous avez fait l'inventaire, il n'y a pas une fois où on a parlé du corps. Et vous dites, mais attendez, le premier boulot de l'activité physique, c'est d'influer sur l'outil qu'elle utilise, c'est-à-dire le corps. Donc, mens sana in corpore sano, très bien, mais n'oublions pas que la principale cible de l'activité physique et sportive, quand on s'adresse à des gens qui ont besoin d'en faire parce que ça a des bénéfices avérés, c'est le corps. Voilà, c'est fini. Merci. Vous avez formé combien d'éducateurs depuis votre... Alors là, on est à la 5e promotion, puisque ça a commencé en 2009, donc c'est pas très vieux. Et on va, quand la promotion va finir, on aura formé un peu plus de 60 éducateurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'enfin, en France, nous portions le sport comme un outil de santé publique et qu'on incite nos enfants à faire du sport de plus en plus, de mieux en mieux, parce que du coup, ils auront besoin d'en faire en adulte, et là, ce sera une véritable prévention. Là, il y a un vrai sujet qu'il faut qu'on mène. Alors moi, je ne sais plus par quel bout le prendre, mais je vous assure que c'est pour moi un sujet qui est fondamental. Premier sujet. Deuxième sujet, ce problème, il est effectivement européen, et maintenant, je comprends mieux la question que vous m'avez posée à table, et donc il faudra qu'on en reparle. Mais sachez que dans le cadre d'Erasmus, nous avons un crédit de 232 millions d'euros pour 7 ans pour le sport pour tous. Erasmus, le sport pour tous. Donc je me dis, aujourd'hui on ne sait pas comment ces 232 millions d'euros dans l'Union européenne vont être déclinés. Je pense qu'il faut qu'on y travaille. C'est-à-dire qu'on apporte un outil à la Commission européenne en lui disant, voilà, les 232 millions d'euros, on peut peut-être en utiliser une partie aux fins de la santé publique et de la prévention, notamment du cancer, mais d'autres choses. Troisième sujet, rapidement, je me dépêche, monsieur Thiel. Je lis dans le journal qui est paru aujourd'hui, qui est le journal du Parlement français, Strasbourg élargit le sport sur ordonnance. Vous êtes au courant de cette histoire? Bien sûr. C'est génial. C'est-à-dire que, j'ai oublié mes lunettes, lancé en 2002 le programme Sport sur ordonnance, etc. Donc en fait, la capitale alsacienne, elle met à disposition des malades ayant souffert d'un cancer du côlon ou du sein de pratiquer gratuitement une activité sportive afin de réduire les risques de récidive, et ce par ordonnance. Mais ça, c'est exactement ce qu'il faut que nous portions sur l'ensemble. Alors moi, c'est certainement de votre connaissance, moi je viens de le découvrir, je l'ai découvert aujourd'hui, je trouve que c'est une initiative géniale, et je voudrais que vous me disiez si vous la connaissiez, et si oui, ce que vous en pensez dans sa pérennité sur l'ensemble des départements. Et pour terminer, j'ai une question. Vous m'avez dit que votre structure existait dans 16 départements. Quel a été, donc j'ai noté qu'aucun de mes 13 départements n'en bénéficiait,
très égoïstement, et je me disais quels avaient été les critères de sélection des départements, pardon d'avoir été aussi longue. Alors, je vais vous répondre à la première question. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le sport en France est accessoire. Est-ce qu'on peut changer ça? Oui, clairement, on peut changer ça. Le jour où on fera rentrer dans les écoles l'obligation que l'activité physique et sportive est aussi importante que le devoir de mathématiques, le jour où on amènera des éducateurs sportifs et non pas des maîtres, le jour où, puisqu'on a lancé la fameuse semaine des 5 jours, les 5 jours ouvrés en France, 4 jours et demi, on ne fera pas faire de l'activité physique dans la salle de classe dont on aura poussé les tables en attendant que les femmes de ménage puissent passer, parce que malheureusement, je le sais parce que j'ai mon fils, il est en école primaire, et donc je vis de plein fouet l'incapacité de prévoir comment les choses peuvent s'organiser. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, il y a ce qu'on fera dans 20 ans et il y a ce qu'il faut faire aujourd'hui. Notre vraie problématique, c'est comment on arrive à amener des gens qui ont besoin de faire de l'activité physique en tant qu'enjeu de santé publique ici et maintenant à intégrer des programmes d'activité physique et sportive. La réponse qu'on va tenter de faire avec Thierry Bouillet, c'est de dire on va intégrer dans l'hôpital des programmes d'activité physique et sportive. On va amener aux patients, à disposition des patients, la possibilité d'en faire là où ils sont soignés. On va tenter l'expérience. Ça va commencer en janvier 2014, ça va durer 1 an, comme toujours. Hein. Et dans 1 an, on verra bien ce que ça donne. Parce que la problématique, c'est que autant je comprends l'après-cancer, c'est-à-dire exactement la prescription médicale dont vous parlez, autant je ne veux surtout pas que ça ne devienne que ça. Il y a une vraie nécessité de prendre en charge les gens pendant les traitements. Vraiment. Et pourquoi on se focalise un peu sur l'après-cancer? Parce qu'en fait, ça enlève un certain nombre de problèmes de prise en charge. Voilà, c'est aussi une réalité. Le coût d'économie de santé n'est pas négligeable. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure à table, donc je le redis pour l'assistante, il est de l'ordre de 600 millions d'euros par an. Si on commence à avoir le véritable impact qu'on est censé avoir. Alors, sur la prescription médicale, moi j'ai assisté à une conférence il y a 1 an de ça, où en fait, il y avait l'ordre des médecins, qui vous expliquait que pour pouvoir faire de la prescription, il faut qu'ils aient du temps. Pour qu'ils aient du temps, il faut qu'ils soient payés. Et donc la question qu'ils posaient, c'est qui va me payer pour faire le bilan et la prescription, et sur quel temps je vais le prendre parce que je suis déjà débordé. Vous avez les mutuelles qui vous ont répondu. Moi, je suis entièrement d'accord, mais je veux savoir où je l'envoie, dans quelle structure, avec qui, comment il va être pris en charge, etc., etc. Et donc, à la fin, en fait, ça devenait... Donc, la prescription médicale est un avenir, à mon avis, très important, mais ça va mettre du temps pour arriver à mettre tout le monde d'accord autour d'une table. Par contre, c'est un vrai projet politique. C'est un vrai projet politique. Si demain, voilà. Et pourquoi il n'y a aucune de vos 13 départements? Simplement parce qu'en fait, on s'est appuyé au départ sur une volonté de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, les éducateurs qui sont montés suivre le DU venaient d'un territoire. Et en fait, dans la phase de construction de leur projet professionnel, ils ont eu envie de nous rejoindre. Et donc, on crée à ce moment-là un comité dans leur département. Voilà. Je peux intervenir ? En Belgique, on a depuis de nombreuses années un accès à une activité sportive gratuite pour les personnes qui ont un cancer ou qui sont soignées ou dans les mois qui suivent. Mais ce n'est pas pour ça que les gens y vont. Ça demande un travail énorme de les amener, même si c'est à côté de la clinique, si c'est gratuit. Il y a un très petit pourcentage de gens qui y vont quand même. Et alors, je n'ai pas de chiffres, hein, là je réagis en tant que patiente et en tant que monitrice sportive, ou pour attirer les gens, mais ce n'est pas évident. Je pense qu'il y a des personnes ici qui peuvent témoigner et que pour amener des amis là-bas, il faut aller presque les chercher chez elles pour qu'elles y viennent. Et puis, je réagis quand même un peu par rapport au diplôme universitaire. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'un diplôme universitaire pour amener des gens, y compris en mauvaise santé, à faire du sport. Je pense qu'il faut que les moniteurs sportifs soient encadrés. Je pense qu'il faut surtout beaucoup de bon sens et beaucoup de cœur pour attirer les gens et leur donner envie de continuer. C'est mon avis qui n'est pas professionnel. Je comprends votre point de vue, mais je suis fondamentalement pas d'accord avec la deuxième partie de votre... le risque on a suffisamment d'expérience aussi sur des choses qui n'ont pas marché dans d'autres domaines pour avoir ce type de discours. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, quelle organisation de l'activité physique et sportive on met en place? Et est-ce que l'éducateur sportif ou le moniteur de sport, je ne sais pas quelle est la terminologie que vous employez en Belgique, est simplement une pièce du puzzle
dans lequel il y a eu d'abord le médecin qui a donné son aval, puis quelqu'un qui a fait le bilan, puis quelqu'un qui a conseillé, et en fait il arrive en bout de chaîne pour faire l'exercice, ou alors est-ce qu'on lui donne une place beaucoup plus importante en disant non, le médecin dit vous allez voir telle personne et c'est telle personne qui s'occupe de la totalité de la problématique. Et donc la question c'est quelle organisation en fait d'accompagnement dans le parcours de soins on donne à l'activité physique et comment l'éducateur, nous on l'appelle ça un éducateur médico-sportif, donnez-lui le nom que vous voulez, comment l'éducateur médico-sportif se positionne dans le parcours, dans le cadre des soignants. En fait, ce qui s'est passé à Saint-Louis a été une grande expérience. À Saint-Louis, on est en hématologie. On a mis 1 an pour avoir accès au dossier patient et être reconnu par le corps médical comme des acteurs à part entière de la prise en charge des patients. Et maintenant, ça fonctionne super bien. Mais pendant 1 an, on a été considéré comme... voilà. C'est pour ça qu'en Belgique, l'association au sein des femmes, qui est majoritairement issue du milieu soignant et extra-hospitalier, a mis en place cette collaboration avec le milieu hospitalier pour rejoindre tout le monde. Et nous avons la chance, depuis maintenant 2 ans, d'animer les semaines de revalidation oncologique de certaines mutualités, donc qui est la caisse sociale santé maladie belge. Et donc nous animons avec l'activité physique et la nutrition et la santé psychologique en accord avec les mutualités les semaines de revalidation oncologique. Et maintenant on lance le projet pilote, une par province, de journée justement d'accès. C'est une petite chose, c'est une petite étape de charnière, mais bon, c'est déjà ça et c'est le début. Sur le problème global de l'activité sportive, pour pallier les défaillances des systèmes éducatifs qui ont été soulignées, il ne faut quand même pas oublier la vie des clubs. 700 000 clubs en Europe, avec 30 ou 40 millions de bénévoles, qui, sans atteindre votre degré de sophistication de l'encadrement médical, ce sont des gens qui, tous les week-ends, font faire du sport à des millions de gens et des millions de jeunes, et qui amènent des jeunes. Le problème que l'on rencontre, moi je suis président d'un club de football ici sur la banlieue de Bruxelles, avec 300 gamins de 41 pays différents. Le problème, c'est l'engagement des collectivités locales, des communes, qui est souvent défaillant. Et si face à vous, vous vous retrouvez avec une défaillance politique des pouvoirs locaux, manque d'infrastructures, manque de volonté politique, c'est difficile, c'est difficile. Et c'est là où vraiment il faut mettre l'accent. Alors, deuxième remarque, Madame Oconi a cité tout à l'heure le programme européen Erasmus pour tous, avec un chiffre qui peut vous paraître astronomique de 232 millions d'euros, mais ramené à 1 an par pays, ça fait un tout petit peu plus d'1 million d'euros par an pour un des 28 États membres. Donc je crois que ce programme-là est accessible à des organisations à caractère européen. Je crois que ce n'est pas à partir d'un seul pays que vous pourrez avoir espoir de toucher une partie de ces subsides européens sur ce programme Erasmus pour tous, qui est géré par la Commission européenne à partir du 1er janvier 2014. Je pense qu'il faut que ce soit des organisations avec une assise européenne, plusieurs pays, avec une cause. Je pense que lier l'activité physique à la prévention du cancer peut être une bonne cause, mais il faut que vous trouviez autour de vous, avec un réseau multinational, une bonne base juridique pour pouvoir déposer des dossiers à la Commission européenne. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas aussi compliqué qu'on peut l'imaginer. Et je peux vous dire que la Commission européenne aujourd'hui est preneuse de dossiers qui vont commencer à être instruits pour pouvoir affecter ces fonds de 232 millions d'euros sur les 7 ans. On passe la parole au troisième intervenant, peut-être, professeur. Essayer de voir, je ne sais pas. Voilà, ça va être peut-être un petit peu difficile, mais je vais essayer. Ça ira comme ça pour le son, parfait. Donc, écoutez, je suis très heureux d'être ici parmi vous ce soir. Je suis très heureux de représenter au sein des femmes, dont j'ai l'honneur de présider le comité scientifique. Je me présente, je suis Vincenzo Castronovo, je suis professeur de biologie à l'Université de Liège. Je suis gynécologue cancérologue et depuis une quinzaine d'années, je me suis intéressé au plus haut chef
au rôle de l'alimentation comme facteur majeur de la santé, et notamment dans la prévention primaire et secondaire du cancer, c'est-à-dire de réduire le risque de développer un cancer d'une part, mais également lorsqu'on a eu un cancer, de réduire le risque de en souffrir de récidive. On va voir comme ça va, vous m'entendez toujours? Bien? Ok, donc en fait, il n'y a rien de nouveau lorsqu'on parle d'alimentation et santé. Vous allez faire plusieurs trucs. Donc voilà, comme ça. Lorsqu'on parle d'alimentation et santé, on ne fait qu'implémenter les bases qui ont été écrites il y a plus de 2400 ans par celui qui inspire la médecine occidentale, à savoir Hippocrate, qui avait écrit que l'alimentation soit la première médecine, et il avait proposé l'alimentation non seulement comme un outil de prévention primaire, c'est-à-dire de stratégie pour réduire le risque de cancer, mais également comme une approche thérapeutique. Alors, nous allons parler aujourd'hui du cancer du sein, et puisque Madame la députée est revenue, je voulais saluer et remercier d'avoir accepté de nous recevoir, de nous offrir cette plateforme remarquable qu'est le Parlement européen pour toucher, j'aurais espéré, un plus grand nombre de représentants de la communauté européenne. Malheureusement, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, mais j'espère que nous allons vous infecter, que vous allez être l'ego de ces préoccupations qui sont ceux de la communauté européenne, comme vous allez le voir dans un moment. Donc, je disais, le cancer du sein est la deuxième cause de mortalité prématurée de la femme, et ce cancer, donc, représente un véritable problème de santé publique. 2,5% de cancer en plus depuis 20 ans, qui touche de femmes de plus en plus jeunes, et ça représente 20% de mortalité par cancer. Alors, pour vous montrer que j'ai préparé cette présentation, je vous projette ici une étude d'hier, publiée hier, le 14 octobre, Lancet Oncology, qui en fait a été une étude réalisée par un groupe d'Oxford qui ont estimé le coût du cancer pour la communauté européenne. C'est 126 milliards d'euros par an. Alors, si vous êtes étonné par le chiffre de 122 millions par an donné pour le sport, je ne sais pas ce que représente chez vous comme émotion 126 milliards d'euros par an. Ceci représente un problème majeur. Et ça va augmenter, puisqu'on augmente, on projette qu'il y aura 30% de plus de cancers. En 2008, il y a 2,45 millions d'Européens qui ont développé un cancer et 1 230 000 Européens qui en sont morts. J'ai compté, ça fait environ 3 individus par minute qui meurent en Europe de cancer. Tout cancer confondu, bien sûr, et pour les femmes, 20% de ces morts représentent le cancer du sein. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, et je suis content d'intervenir après mes confrères et collègues, parce qu'il est évident que la gestion de l'exercice physique est un des piliers fondamentaux dans une stratégie efficace de réduire le risque de cancer. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le cancer, qui fait partie de ce qu'on appelle les maladies émergentes de civilisation, c'est-à-dire qui sont liées à une modification majeure de notre mode de vie, est une maladie qu'on peut prévenir. Ça, c'est une bonne nouvelle. On peut la prévenir de manière efficace en jouant sur 3 piliers: l'activité physique, l'alimentation et la gestion psycho-affective. En fait, nous sommes des victimes de notre évolution trop rapide, comme l'a très remarquablement expliqué le professeur Franco. Notre programmation génétique, qui est identique à celle du chasseur-cueilleur de la savane africaine d'il y a 50 000 ans, ne correspond plus du tout à notre environnement. Nous sommes handicapés, nous vivons dans un monde où notre organisme ne se reconnaît plus, tant au niveau de l'activité physique qu'au niveau du type et de la quantité de molécules qui sont apportées par l'alimentation. Okay? Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut prévenir ces maladies dégénératives comme le cancer, si et seulement si nous épousons des modifications majeures de notre mode de vie. On a parlé longuement avant mon intervention du rôle de l'activité sportive, qui est une des stratégies certainement efficaces à prendre en compte, mais la deuxième qui en est indissociable, c'est une optimisation de notre environnement nutritionnel.
Alors lorsque, vous savez, souvent la population se résigne, devrais-je dire, par rapport au cancer, en disant que c'est une fatalité, que c'est inscrit dans nos gènes. Eh bien, lorsque vous regardez ce genre de tableau, vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas du tout le cas. Seuls 5 à 10% des cancers sont dus à une altération de l'information génétique transmise de génération en génération. 95 à 90% ou 90-95, car je suis bilingue, comme mon confrère, parfait, sont liés à l'environnement. Dans cet environnement, vous ne serez pas étonné de voir, nous en avons parlé tout à l'heure à table, que le tabac a une responsabilité pour un peu moins d'un tiers de toutes les morts par cancer. Un tiers des morts par cancer sont liés au tabac. Donc déjà, en supprimant le tabagisme, on pourrait réduire, vous voyez, de 126 000, on économise 126 milliards. 126 milliards divisé par 3, ça fait 42 milliards de dollars. Donc vous imaginez tout l'argent qu'on aurait pour pouvoir investir dans des choses qui font pour la santé. Alors, l'alimentation est considérée comme directement liée au cancer pour 30 à 35% des morts par cancer. Et alors, si vous associez à l'alimentation l'obésité dont on a beaucoup parlé, qui est manifestement liée à l'alimentation, et l'alcool, c'est-à-dire un ensemble de facteurs qui passent par notre bouche, eh bien, on voit que plus de 50% des cancers sont liés à l'alimentation. Nous avons là une opportunité remarquable, une obligation politique de prendre en considération le rôle de cette alimentation, le rôle de la gestion de l'industrie agroalimentaire dont le seul souci est le profit et pas du tout la santé de notre population. Et donc, le pouvoir politique doit prendre des décisions au niveau européen, et vous avez vu le coût que ça a non seulement au niveau argent, mais également au niveau santé, au niveau bonheur, au niveau joie de vivre, puisque toutes ces maladies dégénératives ont un coût à ce niveau également. Lorsqu'on ventile le rôle de l'alimentation par rapport au cancer, vous voyez que 50% des cancers sont directement liés à l'alimentation, pour le sein, pour le côlon c'est 70%, pour la prostate c'est 75%. Vous n'êtes pas beaucoup messieurs, mais madame, vous pouvez rassurer vos partenaires mâles en leur disant si à partir de 50 ans ils épousent des stratégies alimentaires appropriées, ils peuvent réduire de 75% le risque de développer un cancer, ce qui n'est pas rien. Okay. Et vous voyez que pour le cancer d'autres cancers, comme le cancer de la vésicule, les 50% interviennent, d'autres cancers sont moins impliqués et moins liés à l'alimentation, comme le cancer du côlon, puisque du cancer du poumon, pardon, puisque là le grand inducteur c'est le tabac. Alors il est évident qu'en 20 minutes ou un peu plus 30, mais je ne sais pas quand monsieur va me donner le signe de la fin de mon intervention, je ne vais pouvoir qu'effleurer les principes de base qui permettent de comprendre le lien entre cancer et alimentation. Donc, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que la première cause, le terrain qui va favoriser le cancer, c'est l'inflammation. Hein, mon collègue a dit également que l'exercice via le facteur de transcription ATF3 réduisait l'inflammation. Eh bien, tous les facteurs de l'alimentation qui vont augmenter l'inflammation vont augmenter le risque de cancer. Donc, le lit du cancer, c'est l'inflammation, qu'on dit également l'inflammation systémique de bas grade. Okay. Alors, j'ai des nouvelles pour vous. L'insuline est une hormone pro-inflammatoire. Et alors, le problème, donc, c'est-à-dire quand vous avez trop d'insuline, vous avez trop d'inflammation. Le problème, c'est qu'il y a un discours pervers entre l'inflammation et l'insuline. C'est-à-dire que lorsque vous avez de l'inflammation, eh bien, vous allez avoir une résistance à l'insuline qui veut dire que votre corps va produire plus d'insuline. Et donc, finalement, la cible pour réduire le risque de cancer, c'est de réduire l'inflammation. La rééducation alimentaire, la rééducation au niveau de l'activité physique sont les piliers majeurs qui vont permettre d'obtenir cette situation finale. Alors, ce que vous devez savoir également, c'est que l'alimentation, et ça c'est assez paradoxal, on est dans une société où on pense qu'on est dans l'abondance. Okay. L'abondance, alors au niveau alimentaire, on est dans l'abondance, mais elle est relative, c'est une abondance pauvre. Nous avons une abondance de calories, mais ces calories sont nues, elles sont vides. Okay. Elles sont dépourvues de micronutriments, et on souffre plus d'avoir des carences de micronutriments
que des excès de calories. Et l'industrie agroalimentaire, en ultra raffinant nos aliments, les nettoie des micronutriments indispensables pour que nos cellules puissent modifier et utiliser ces molécules. D'autre part, parmi ces aliments, certaines molécules donnent une information, elles parlent à nos cellules en les mettant dans un mode de prolifération, dans un mode plutôt de repos. Et donc c'est une reconnaissance nationale par les académiques, par les scientifiques, c'est de la médecine basée sur l'évidence, que l'alimentation contribue pour au moins un tiers ou plus des cancers qu'on pourrait prévenir, plus ou moins le même nombre de cancers dus au tabac. La prise inadéquate de vitamines, de minéraux peut expliquer les découvertes épidémiologiques qui montrent que les patients qui mangent, les individus qui mangent le moins de fruits et de légumes sont ceux qui ont le plus haut risque de développer un cancer. Et donc on a montré également que l'optimisation de l'environnement nutritionnel et minéral par des minéraux et des vitamines, soit par l'alimentation, soit par des suppléments, a un potentiel de réduire le risque de développer des cancers et d'autres maladies chroniques. Alors le grand problème, c'est que notre population humaine, elle n'est pas homogène. Nous sommes tous des machines métaboliques uniques qui sont liées à notre identité polymorphogénétique. Alors on reconnaît bien qu'on est tous différents de visage, on peut se reconnaître, en député vous reconnaissez, parce que vous avez un morphotype, on peut reconnaître les individus au niveau de leurs empreintes digitales, mais elles sont également uniques au niveau de la manière dont elles vont digérer, absorber, utiliser, recevoir les informations liées à l'alimentation. Et donc nos besoins sont tous très différents, ce qui veut dire qu'une médecine préventive au niveau nutritionnel doit être d'abord prédictive par une identification de votre statut en nutriments, voir quelles sont vos carences et de les corriger de manière personnalisée et pas de donner à tout le monde les mêmes vitamines, etc. Ça ne marche pas. En France, d'ailleurs, Madame la députée, vous devez savoir que par rapport à la nutrition, il y a une grande étude dont on n'a pas fait beaucoup de bruit parce que ça mettait en évidence l'impact de l'alimentation qui met le doigt directement sur l'industrie agroalimentaire dont le lobbying financier est fondamental au niveau politique. Et donc, vous n'êtes malheureusement pas libre, il faut bien le savoir. Eh bien, l'étude Suvimax, supplémentation en vitamines et minéraux, a étudié et suivi pendant 8 ans 18 000 Français de 18 à 65 ans. Après 8 ans, on a remarqué qu'il y avait une réduction de 33% de cancers et de 31% de morts par cancer chez le groupe qui prenait des suppléments de minéraux et d'antioxydants, bêta-carotène, vitamine C, etc., par rapport au groupe placebo. Mais ce qu'on avait observé remarquablement, c'est que seuls les hommes étaient protégés, pas les femmes. Les femmes n'avaient pas de bénéfice. Et on s'est dit que c'est bizarre, ça pour une fois, c'est nous qui avons le bénéfice. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était les hommes qui avaient le plus besoin de ces suppléments parce qu'ils avaient une alimentation moins intelligente par rapport à leur santé que les femmes qui ont plus de compréhension du rôle de l'alimentation pour leur santé et qui mangent mieux. Ce qui montrait bien que de supplémenter à l'aveugle ne sert à rien, qu'il faut simplement couvrir les carences. Par exemple, il y a dans la population ce concept que le sélénium, c'est bon pour ne pas avoir de cancer et pour ne pas vieillir. Et donc, beaucoup pensent que de s'auto-supplémenter en sélénium, ça va leur faire du bien. Mais quelque chose qui est bon, en excès, n'est pas nécessairement meilleur. En fait, ce n'est pas le sélénium qui protège du cancer en général, c'est la carence en sélénium qui augmente le risque de cancer. Il y a une grosse nuance. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas rendre du sélénium à tout le monde, il faut rendre du sélénium à ceux qui en manquent. Et pour ça, il faut identifier, bien entendu, cela. Donc, comme je vous le disais, au-delà du rôle général de l'alimentation qui doit soutenir notre métabolisme, certains nutriments vont directement dialoguer avec nos cellules et réguler l'expression d'un certain nombre de gènes. En fait, l'alimentation sert d'intermédiaire à ce qu'on appelle la régulation épigénétique, c'est-à-dire comment notre cellule peut avoir accès à l'information que sont les gènes. On pensait que les cancers étaient dus à des mutations, des changements de l'information au niveau des gènes, et que c'était quelque chose d'obligatoire. Aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir des cancers sans aucune mutation, simplement parce que la manière dont on peut utiliser le génome, dont on peut aller lire l'information génétique, est affectée notamment par l'alimentation. Alors, voici 4 grandes sphères qui sont importantes, que je vous rassure, je ne vais pas voir. C'est le métabolisme des acides gras,
la méthylation, qui est justement une régulation épigénétique qui permet d'aller ouvrir la page du livre, le génome, là où il faut, là où il y a la recette de la protéine à se produire. Par exemple, la TF3, c'est une protéine. Pour la produire, il faut pouvoir recopier sa recette grâce à des mécanismes de transcription. Eh bien, la méthylation est un processus qui régule. Et cette méthylation, elle est intimement liée à notre alimentation, puisqu'elle a besoin que l'individu ait suffisamment de vitamines B12 et B9 pour qu'elle puisse se faire de manière correcte. Okay. Alors, on parle beaucoup, et notamment ça également, l'Europe joue le rôle des pesticides, le rôle de la pollution, le rôle de l'utilisation de substances chimiques qui sont autant d'agresseurs qui compromettent l'équilibre au niveau de notre organisme. Et on sait aujourd'hui qu'il y a, notamment dans la vallée du Rhône, une augmentation majeure du risque de leucémie et de lymphome chez les viticulteurs qui utilisent des pesticides au niveau de leurs vignes. On sait également qu'il y a 20 fois plus de cancer du cerveau chez les dentistes qui en France utilisent encore le mercure, les amalgames au mercure. C'est un des rares pays où encore l'amalgame n'est pas interdit. Il est recommandé de ne pas le mettre, mais il n'y a pas d'obligation, et donc c'est encore mis. Et il y a des tonnes de mercure dans l'air. Vous devez savoir qu'il y a une pollution majeure. Ces métaux lourds sont un problème qui fâche, parce qu'on ne peut pas en parler, parce que justement ça impliquerait des décisions au niveau politique qui ne ferait pas plaisir à beaucoup de personnes. Et donc, on ferme les yeux jusqu'au jour où on sera obligé de les ouvrir. Donc, la détoxication hépatique peut être prise en charge, peut être améliorée par une alimentation saine et équilibrée, notamment basée sur la consommation de fruits et légumes. Et un autre facteur majeur ici, fondamental, et je pense que la Commission européenne devrait prendre des décisions sérieuses, c'est la vitamine D. La vitamine D est une vitamine qui en fait n'en est pas une, puisque nous sommes capables de la produire. En général, une vitamine, ça définit une substance qui doit être apportée par l'alimentation parce qu'on ne sait pas la produire. Or, si nous nous exposons suffisamment au soleil, nous sommes capables de produire de la vitamine D. 2 fois 30 minutes, le visage, les avant-bras, avant 11 h du matin, après 17 h du soir, dans un pays où il y a peu de soleil, bien sûr. Eh bien, jusqu'il y a peu, on pensait que la vitamine D jouait un rôle uniquement dans le métabolisme de l'os et du calcium. Et que si on n'a pas de vitamine D, on allait avoir de l'ostéoporose, etc. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la vitamine D a bien d'autres activités, à des concentrations supérieures à celles jouées au niveau de l'os, et notamment au niveau de la régulation du système immunitaire, d'une part, mais également au niveau de la protection contre le cancer. On sait que la vitamine D va entraîner la mort des cellules cancéreuses. Alors, je vais maintenant voir, il me reste combien, Chairman? 3-4 minutes, vous. Bon, ben, ça, c'est la question de moment. Vous voulez, mais c'est pour la salle. Ok, d'accord. Est-ce que la salle est occupée? Je ne peux pas vous dire. On verra à 17 h. Voilà, donc les acides gras. Vous entendez parler beaucoup d'acides gras, saturés, insaturés. On a le haut commissaire à la santé belge a publié des recommandations par rapport à l'acide palmitique qui est pro-inflammatoire, qui augmente le risque de cancer. On parle beaucoup d'oméga 3, ceux qui en parlent généralement n'y connaissent rien, et d'oméga 6. Simplement pour vous dire que par rapport à notre ancêtre chasseur-cueilleur, notamment notre organisme s'attend à avoir autant d'oméga 6 que d'oméga 3. Et aujourd'hui, dans la plupart des pays, il y a 20 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et ce déséquilibre entraîne une inflammation incroyable, puisque l'intensité de l'inflammation est contrôlée par le rapport oméga 6 oméga 3. Là, je simplifie bien sûr. Et ce qui est important à savoir pour le cancer du sein, c'est que ça, c'est une étude française par un groupe de Tours, d'ailleurs, Madame la députée, qui avait étudié la survie sans récidive de patientes chez qui on avait dosé les taux d'oméga 3 au moment de l'opération. Et on voit que celles qui avaient beaucoup d'oméga 3, après 4 ans, il y avait 3% de récidive. Celles qui en avaient plus, il y avait 30% de récidive, 10% de plus de récidive. Les acides gras trans également jouent un problème majeur dans la santé, et dans la presse, notamment française, il avait été question en 2005, mais on a vite étouffé l'affaire, qu'il y avait une relation nette entre acides gras trans qui proviennent notamment de l'alimentation industrialisée, notamment des fritures, tout ce qui est
pâtisserie, tout ce qui est pâtisserie industrielle, les croissants, etc., et bien que ces graisses est incriminée dans le cancer du sein et elles représentent 2,4% pour le français de la graisse consommée par jour. Alors pour le cancer du sein, je voulais également juste, comme disaient les Anglais, touch base par rapport au soja, parce que le soja, tout est dit à son propos et n'importe quoi. Le soja est un protecteur contre le cancer du sein, quelle que soit votre race, il n'y a pas que les Asiatiques qui sont protégés, et quel que soit votre statut, sans ou avec cancer du sein. Donc même si vous avez un cancer du sein, vous pouvez continuer, il est recommandé que vous consommiez du soja régulièrement, et ceci a été publié dans une revue internationale de haut niveau, le JAMA, Journal of American Medical Association, qui montre que la consommation d'aliments en base de soja chez les femmes atteintes d'un cancer du sein diminue le risque de décès et de rechute de 30%. Et donc, il est tout à fait inapproprié de défrayer une dame qui a un cancer du sein en lui disant de ne pas manger des aliments qui contiennent du soja. D'autre part, si vous avez une histoire familiale à haut risque de cancer du sein non d'origine génétique, il est recommandé à partir de la puberté, si vous êtes une jeune fille, de commencer à manger du soja parce que ça va réduire de 60% votre risque de développer un cancer du sein. Donc, dernier point que je voulais aborder, c'est la vitamine D. Comment ça se trouve le soja? C'est comment? Je vais vous en parler, Alors, la vitamine D est considérée comme un médicament anticancéreux. Okay? Il a été démontré, donc c'était ça dans le Wall Street Journal aux États-Unis, on avait montré que chez les femmes qui avaient un cancer du sein, le fait d'avoir un taux de vitamine D bas était associé à un risque majeur de mort par cancer du sein par rapport à avoir un taux de vitamine D plus élevé. Okay. Et donc, on sait que cette vitamine D a un effet qui tue les cellules cancéreuses, empêche aussi l'arrivée de vaisseaux sanguins, l'angiogénèse. Cette vitamine D, elle est synthétisée au niveau de la peau, mais elle est également absorbée au niveau de l'alimentation, à partir notamment du poisson, d'huile de germe de blé ou de suppléments pharmaceutiques. Et donc, la vitamine D va jouer un rôle dans le métabolisme phosphocalcique, mais également en inhibant la prolifération des cellules cancéreuses et en provoquant leur mort. Okay. Alors, je voulais terminer simplement, c'est que je pense que demain, l'Europe devrait promouvoir le bilan, non seulement le bilan par rapport à l'activité physique chez un patient cancéreux, mais également le bilan nutritionnel. Je travaille avec un laboratoire en Belgique et on m'a demandé de mettre au point un bilan nutritionnel dans le cadre du cancer du sein. C'est l'OncoScreen qui évalue le profil en acides gras du patient, qui évalue notamment la méthylation en dosant l'homocystéine, la présence de stress oxydant dont je n'ai pas parlé, et également la carence en certains minéraux importants comme le cuivre, le sélénium et le zinc, également le statut en antioxydants, la consommation notamment de fruits et légumes. Alors, je voulais terminer en 15 secondes pour vous donner 15 petits trucs qui pourraient avoir un impact majeur sur le risque de développer un cancer ou de récidive. 15 points. Okay. Ce sont des petites choses. Et vous devez savoir que le cancer est une maladie multifactorielle et qu'il n'y aura jamais une seule modalité unique qui permettra de réduire son développement. Ça sera toujours une approche multimodale. D'abord, mangez lentement, sans stress et bien mastiquer. Prenez le temps de manger calmement, car toute mastication accélérée va entraîner une mauvaise digestion, va créer une altération de l'écosystème intestinal qui va créer une inflammation locale qui va être la base d'une inflammation systémique. Mangez beaucoup de fruits et légumes, environ 50% de votre ration calorique doivent être des fruits et des légumes, et favorisez les fruits par rapport aux légumes qui ont moins de sucre. Rapide. Favorisez les légumes de la famille des crucifères, car ces crucifères sont des donneurs de soufre, d'acides aminés soufriques, qui sont les précurseurs des antioxydants les plus puissants. Okay. Mangez du poisson gras 3 fois par semaine. 3 fois 150 à 200 grammes par semaine. Le poisson gras, c'est le saumon, le flétan, la sardine, l'anchois,
le hareng, le maquereau, le mathieu, si c'est en Belgique, vous en trouvez, et la truite. Et évitez le thon trop contaminé en métaux lourds et évitez le maquereau. Évitez de consommer du saumon scandinave. La Finlande a émis une directive disant que les femmes enceintes ne devraient pas consommer leur saumon parce qu'il est trop contaminé en métaux lourds et en pesticides. Okay. Aujourd'hui, le seul qui garde des critères, c'est le saumon sauvage ou d'élevage d'Écosse ou d'Irlande. Alors, limitez la viande rouge à une fois par semaine et ne mangez jamais le gras de la viande, c'est là que s'accumulent les toxines. Okay. La plupart des toxines des pesticides sont des substances qui sont liposolubles, elles s'accumulent dans les graisses. Donc, ne mangez pas la graisse. Okay. Évitez les huiles oméga 6 et les fritures, bien sûr. C'est quoi les huiles oméga 6? C'est l'huile de tournesol, l'huile de maïs et l'huile d'arachide. Okay. Préférez l'huile de colza, qui est excellente, d'olive et de soja, qui contient un peu d'oméga 3. Préférez les aliments bio. Là, il a été montré que les aliments bio, d'une part, ont deux avantages, c'est-à-dire sont dépourvus de pesticides, 1, et 2, ont une valeur micronutritionnelle plus importante que ceux qui sont élevés en batterie. Okay. Donc, une courgette qui n'a pas de pesticides et qui est attaquée et qui a une vie dure sera plus riche en micronutriments parce qu'elle a dû se défendre contre l'attaque des insectes. Et donc, souvent, c'est la courgette, quand vous allez sur un marché bio, c'est la courgette que vous allez éviter. Celle qui est un peu mangée, qui a des petits coups, etc. Ben, celle-là, c'est la courageuse, c'est la guerrière. C'est celle-là qu'il faut choisir parce que c'est là qui est la plus riche en micronutriments. Évitez les sucres rapides et les féculents raffinés. Ils vont vous donner un pic de sucre, un pic d'insuline et un pic inflammatoire. Okay. Préférez les sucres lents et les féculents complets. Pour autant que vous ne soyez pas intolérant immunitaire, beaucoup de patients ne le savent pas, mais sont intolérants au gluten, ce qui va créer une inflammation systémique de bas grade. Vérifiez et optimisez votre taux de vitamine D et vérifiez qu'il est optimisé. J'ai beaucoup de patientes qui ont eu un taux de vitamine D qui était bas, leur médecin, de manière remarquable, a vérifié. Il leur rend la vitamine D, mais il ne vérifie pas que la vitamine D réaugmente. Donc, il faut prendre la vitamine D en mangeant des substances grasses. Sinon, la vitamine D, elle se retrouve dans l'eau des égouts. Et c'est les rats qui vivent dans vos égouts qui ont un bon squelette, c'est pas vous. Okay. Donc, il faut vérifier, complémenter et vérifier que ça a marché. Consommer, pour le cancer du foie, 3 portions d'aliments en base de soja par semaine, madame la députée. C'est du tofu, du miso, des graines de soja, du lait de soja, éventuellement des yaourts de soja. 3 portions par semaine. Okay, donc, c'est-à-dire, une portion, c'est quoi? C'est un pot de yaourt de 100 grammes, 50 à 70 grammes de tofu que vous pouvez préparer en salade, etc. C'est très bon. Hein. Tofu, c'est comme un fromage un peu, non? Oui, c'est fait à partir, oui, absolument. C'est fait à partir de graines de soja fermentées. Alors, ça, vous demandez à votre médecin de vérifier votre taux d'homocystéinémie qui doit être aux alentours de 7 micromolaires et qui va montrer que votre réaction de méthylation est correcte. Il n'y a pas eu trop le temps de regarder. Pratiquez des activités physiques modérées, ludiques et régulières. Ne dites pas à votre patient, ou faites ce sport-là, allez nager. Si le patient n'aime pas nager, il va le faire 3 fois pour vous faire plaisir. Il faut que ce soit amusant. Okay. Et enfin, le dernier point, amusez-vous. Voilà, si vous prenez le temps, aimez être aimé. Je pense que c'est la base de la santé et je vous remercie pour votre écoute. Bravo.